Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat et surtout qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Chaque semaine, vous le savez, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin de découvrir les sujets qui ont fait parler d'eux pendant plusieurs jours d'ailleurs. Alors, 3 sujets sont sortis. Destination la Côte d'Ivoire, présidentielle 2025, un candidat de plus exclu. On continue avec le Burkina Faso. Coup d'État manqué, quelles leçons en tirer? Et enfin, destination la RDC, le retour de Joseph Kabila sous haute tension. Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour. Bienvenue à vous, Stéphane Toutui. Vous êtes président du parti Douce France. Vous vous êtes présenté à la présidentielle française en 2022. Vous êtes conseiller municipal à Malakoff et aussi auteur de l'essai Le racisme au secours de la France. Bienvenue à vous. Merci de l'accueil, Madame Aïssatou plutôt. Et donc, je suis ravi de pouvoir venir échanger sur ces sujets qui sont très, très importants. Exactement. Alors, pour le coup, on va quand même vous donner la parole concernant votre essai, votre livre, Le racisme au secours de la France. De quoi parle-t-il, ce livre ? Je ne vais pas dévoiler totalement le livre. Le titre le dit un peu, mais simplement, j'essaie de ramener à ce qu'on puisse comprendre que la cohésion sociale et la cohésion nationale poussent à la citoyenneté. Donc, dessus, il faudrait que le racisme ne soit pas l'argument pour cacher les méfaits des politiques actuelles, que le racisme ne soit pas, on va dire, le faire-part d'un parti politique, mais simplement, tous les citoyens doivent pouvoir s'accaparer, instruire et éduquer la population à comprendre les différences. Très bien, le message est passé, mesdames et messieurs. On continue cette émission avec les 3 sujets et surtout avec nos acolytes, à savoir Babadem. J'espère que vous allez bien. Très bien, et surtout de retrouver nos commentateurs, nos spectateurs. Donc, on continue avec Docteur Camara. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou, bonjour à notre invité, bonjour Baba. Donc, toujours ravi de se retrouver, de discuter d'actualités brûlantes en Afrique. Merci beaucoup, Docteur Camara. Allez, cap sur la Côte d'Ivoire, destination la Côte d'Ivoire avec cette élection présidentielle qui fait encore et encore beaucoup parler d'elle. Allez, on regarde et puis on revient. Le PDCI RDA, par l'intermédiaire de ses avocats, vient d'apprendre avec indignation, le mardi 22 avril 2025, la décision surprenante prise par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau de radier le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA de la liste électorale. Cette décision révoltante de radiation de la liste électorale du président Tidiane Thiam est la preuve évidente de l'instrumentalisation de la justice par le régime au pouvoir dans notre pays. Elle traduit la volonté de ce pouvoir d'exclure le candidat du PDCI RDA, candidat majeur de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Allez, de retour sur le plateau, Docteur Camara, on vous écoute. Dites-nous tout. Oui, c'est tout. Donc, ce mardi 22 avril 2025, la justice ivoirienne a ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Il ne pourra plus se présenter donc à la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, alors qu'on se rappelle, il y a quelques jours auparavant, il avait été investi à plus de 99% par les militants de son parti, le PDCI RDA. Alors, on se rappelle qu'en décembre 2023, Tidiane Thiam a été élu président du PDCI RDA. Et déjà, à l'issue de cette élection à la présidence, il y avait eu déjà des rivaux au sein même du parti qui ont commencé à contester sa légitimité de président parce qu'il aurait été, vu comme quelqu'un qui a une double nationalité, donc ivoirienne. Et ensuite, dès février 2025, lors d'une émission de télé, donc la question de sa double nationalité a été évoquée, et éventuellement en disant qu'il n'était pas en l'état, qu'il ne pouvait pas être candidat, en tout cas à la présidentielle ivoirienne, puisque la constitution ivoirienne prévoit d'être exclusivement ivoirien pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Alors, à l'issue donc de cette annonce, Tidiane Thiam a pris les devants et il a annoncé dans la foulée qu'il avait entamé depuis très longtemps des démarches pour se libérer donc de sa nationalité française et donc être en situation d'être candidat à la présidentielle. Dès mars 2025, donc, il a obtenu donc cette libération, ce qui éventuellement devrait en tout cas lui ouvrir toutes les portes. Et toujours pendant le même mois de mars 2025, il y a eu la publication de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire, donc, sur laquelle donc, Tidiane Thiam figurait bel et bien. Et ensuite,
à l'issue de la publication de cette liste électorale provisoire, un certain nombre de citoyens ivoiriens ont saisi la justice au motif en contestant son ivoirité. Alors on se rappelle que le débat sur l'ivoirité avait été déjà lancé il y a quelques semaines auparavant, donc en février, par un des ministres du gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Et donc ça avait suscité pas mal de réactions. Et ensuite, pendant ce même mois de mars 2025, il a demandé au tribunal d'instance d'Abidjan de lui délivrer son certificat de nationalité ivoirienne, et il avait été rétorqué qu'il fallait attendre qu'une décision soit rendue par rapport à la saisine justement du tribunal à propos de la contestation sur sa nationalité. Alors, le 22 avril, le coup près est tombé. La présidente du tribunal a donné droit au requérant et a effectivement demandé à ce que Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale. Alors, évidemment, suite à cette radiation, il y a eu beaucoup de réactions, notamment de la part de son parti, donc le PDCI-RDA, qui a évidemment déclaré qu'il n'avait ni plan A, ni plan B, ni plan C, et que Tidjane Thiam serait bel et bien leur candidat qu'ils ont investi pour la présidentielle. Donc, ce qui veut dire que le PDCI est donc dans une stratégie de rapport de force avec le pouvoir. Donc, soit pour amener le pouvoir à restaurer un dialogue avec l'opposition, même si on avait dit que ce dialogue serait un petit peu tardif, mais en tout cas l'obliger à ce dialogue pour que finalement on puisse réintégrer Tidjane Thiam et pourquoi pas les autres ténors de l'opposition ivoirienne pour éviter que la ça s'embrase. Voilà, exactement. s'embrase à Merci nouveau. beaucoup, voilà. Docteur Camara. Message d'un téléspectateur tout de suite. Donc, le gouvernement ferait mieux d'organiser une élection démocratique où les candidats se présentent et le peuple choisit. C'est simple comme de l'eau à boire lorsqu'on n'a pas un plan caché. Vous en pensez quoi, monsieur Stéphane Totui, concernant la situation actuelle, concernant la situation de monsieur Thiam et surtout ce commentaire? Avant tout, il faudrait savoir ce que veut, je dirais, le président Ouattara. Parce qu'il a fait une caravane de la paix. Il a sillonné tout le territoire de la Côte d'Ivoire pour dire oui, on revient à la paix, on oublie le passé, on reconstruit. Mais il dit aussi qu'il est fervent porteur des garanties de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique subsaharienne. Mais alors pourquoi écarter ses concurrents, ses adversaires? Il a bien vu qu'à une époque, il y a eu, on va dire, le refus de la population d'un troisième mandat. Il a dit non, c'est le premier mandat de la deuxième constitution. Donc il veut dire qu'il suit un processus. Donc par rapport à ce processus, c'est d'ouvrir la porte aux autres candidats puisque c'est un moment exceptionnel. On reconstruit la Côte d'Ivoire, on reconstruit une démocratie dans cette Afrique. Donc pour pouvoir le faire, il faut accepter tous les autres candidats que le peuple soutient. Pour dire voilà, on repart sur une nouvelle constitution, on repart sur des nouveaux candidats qui sont là, tout se fait bien et on avance. Maintenant, M. Tidjane Thiam, je peux comprendre que beaucoup sont écœurés, beaucoup sont là, ils pleurent, parce que tout simplement, il a été radié de la liste électorale. Mais moi, la question que je me pose en tant que juriste, c'est de savoir est-ce que le processus a été respecté. Pour le coup, c'est la question que je vous pose à tous, vous ici présents sur le plateau, parce qu'effectivement, ça, on en parle énormément, à savoir est-ce que c'est légal, est-ce qu'il se base sur des textes encore d'actualité, en tout cas des textes qui existent toujours. Aujourd'hui, ils se sont basés sur l'article 48 du Code de la nationalité qui prévoit la perte automatique de la nationalité ivoirienne lorsqu'un citoyen acquiert volontairement une nationalité étrangère, et donc en l'occurrence la nationalité française pour Tidjane Thiam en 1987. Donc aujourd'hui, vous qui êtes sur le plateau, comment considérez-vous cette application, ce texte? Disons, ce texte a été, on va dire, certes, il existe dans la Constitution par rapport au fait que lorsqu'on veut briguer la magistrature suprême, il faut avoir une seule nationalité. Parce qu'on défend ce peuple, on défend ce territoire. Mais la question à se poser, c'est que lorsqu'on doit perdre la nationalité automatique, il y a un décret qui est établi pour dire que la personne a perdu la nationalité. Déjà. Au moment où le président Tidjane Thiam dépose on va dire pas son recours, mais sa candidature pour être sur la liste électorale, on ne lui a pas spécifié dans un décret qui dit on t'annule ta nationalité ivoirienne. Il a fait la démarche en disant comme la Constitution stipule, il faut avoir une seule nationalité, je fais la démarche de radier ma nationalité française pour être typiquement que ivoirien pour concourir. À cela, normalement, il a tout, il est dans le droit, il est dans les éléments. Mais ce juge qui a pris cette décision, elle allait plutôt dans un jugement de nationalité
et non un jugement de pourquoi ce monsieur figure sur la liste électorale. Donc elle n'a pas à juger sa nationalité, elle a à juger à savoir si, à l'instant T où il a déposé sa candidature à être sur la liste électorale, est-ce qu'il était français et ivoirien ou est-ce qu'il était que ivoirien, avait-il un certificat de nationalité? Si le conseil, on va dire, la CEI a accepté qu'il figure sur la liste provisoire, normalement le débat il est clos. Normalement le débat il est clos, donc il faut savoir que la décision de justice est insusceptible de recours par la juridiction nationale, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de contester donc nationalement donc cette décision. Vous en pensez quoi finalement de la situation? Il est binational, il n'est pas binational, il a renoncé à sa nationalité ivoirienne ou pas? C'est un peu flou tout ça. Non, pour moi c'est cette loi qui n'a même pas lieu d'être. D'ailleurs, on dit qu'il n'a jamais été utilisé, sauf dans ce cas. Et je suis sûr qu'il y a plein de binationaux qui découvrent le fait que si on doit choisir une autre nationalité, on perd automatiquement, en tout cas dans le cas de Tidjane Thiam, on a perdu la nationalité ivoirienne. Mais ça, c'est un précédent dangereux. Je donne juste un exemple. Dans ce cas, la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN, on peut aller fouiller, voir parmi les binationaux, ceux qui ont acquis la nationalité, par exemple, française ou anglaise ou dans le football. Et on peut contester en disant qu'il y a un non-ivoirien qui a joué pour la sélection nationale. C'est pour ça que je dis que c'est très, très, très dangereux et très léger à ce niveau, parce qu'on sait tous l'ascendance de Tidjane Thiam. Son ivoirité, et là je dis bien ivoirité, n'est pas à contester. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est pour revenir juste au premier commentaire. Effectivement, le plus simple pour Ouattara, ça aurait été de faire une élection inclusive, apaisée. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un plan caché. Et là, le plan n'est même plus caché, le plan est vu devant tout le monde. Exactement. Je vous pose la question donc, à vous, docteur Camara. Alors aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la décision a été prise. Et on ne peut pas revenir en arrière, en tout cas selon donc la loi ivoirienne. Quels sont les recours possibles pour Tidjane Thiam? Quels sont les recours possibles pour les avocats de Tidjane Thiam afin que celui-ci puisse se présenter aux élections présidentielles? Oui, bon, Aïssa, donc, je pense que vous l'avez dit, malheureusement, en tout cas, sur le plan national, il n'est pas prévu de possibilité donc, de contester cette décision de justice. Alors, à moins que Tidjane Thiam ne saisisse la Cour africaine des droits de l'homme donc pour justement plaider sa cause. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il existe des recours internationaux possibles. Donc justement, ça c'est une possibilité qui existe. Mais l'autre possibilité, je pense la plus probable, c'est vraiment que l'opposition ivoirienne joue un rapport de force avec le pouvoir pour justement obliger le pouvoir à revenir à un dialogue politique et dans le cadre de ce dialogue politique, donc à revoir donc soit les règles d'inscription sur les listes électorales, en tout cas réviser à nouveau, parce que si la liste électorale était révisée à nouveau, Tidjane Thiam, dans tous les cas, il s'est libéré de sa nationalité française. Aujourd'hui, il est tout à fait reconnu comme ivoirien à part entière, parce que la décision de la juge consiste à dire qu'au moment où il s'était inscrit sur la liste électorale, il ne serait pas ivoirien. Mais le fait qu'aujourd'hui, qu'il se soit libéré de sa nationalité française et que des documents ont été apportés par ses avocats selon lesquels il n'aurait même pas perdu sa nationalité ivoirienne parce qu'il aurait été ivoirien par naissance. Et donc ivoirien, français par naissance. Français par naissance. Donc dans ce cas-là, il n'est pas prévu qu'il perde sa nationalité ivoirienne. C'est par filiation. Et donc voilà, il faudrait que soit cette bataille juridique, elle soit menée, mais moi je suis un petit peu sceptique parce que je sais qu'en réalité il s'agit d'une stratégie d'élimination des candidats qui sont susceptibles d'empêcher qu'il y ait une alternance politique en Côte d'Ivoire. Et moi, je serais plutôt d'avis qu'il faut mener la bataille d'abord sur le plan politique. Voilà. Je vous pose la question à vous, Monsieur Totui. Thiam, message d'un téléspectateur, Thiam n'a pas bien préparé l'élection 2025, contrairement à Jean-Louis Bouillon. Beaucoup de gens, beaucoup d'Ivoiriens se disent, mais est-ce qu'on ne l'avait pas senti venir? Est-ce qu'on ne pouvait pas finalement s'attendre, anticiper donc, cette manœuvre de la part de l'opposition? Vous savez, aujourd'hui, M. Billon a préparé son élection. Il n'a pas été soutenu par son parti politique, ce qui veut dire qu'il peut se présenter en indépendant, en candidat d'opposition à son parti même. M. Thiam, effectivement, il n'a pas vraiment préparé. Je le disais en aparté avant l'émission en disant que
Je ne comprends pas. Quand on est un grand intellectuel, qu'on vient, qu'on sait le passif de la Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara lui-même qui a été contesté au niveau de sa nationalité, je ne comprends pas que avant de venir en 2022 s'inscrire sur la liste électorale, on ne fasse pas la demande immédiate de son certificat de nationalité, en n'anticipant en demandant la radiation ici en France de sa nationalité, ce qui fait que normalement c'est un Ivoirien à 100%. Mais je tiens aussi à rappeler que la nationalité ivoirienne ne s'acquiert pas par, on va dire, par droit de sol, mais par droit de sang. Donc est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, puisqu'on refuse qu'il soit ivoirien, donc je considère qu'aujourd'hui M. Thiam est apatride. Il est apatride selon... Et donc s'il est apatride, comment pouvons-nous concevoir que M. Ouattara dise mon petit frère? Donc son petit frère en tant que qui? En tant qu'Ivoirien, en tant que Burkinabé, en tant qu'Africain? La question se pose énormément parce que beaucoup disent mais comment il a pu être ministre notamment du plan, etc. Non, le côté occuper pas mal de... Le côté ministériel est différent parce qu'on peut prendre, on va dire, un expert qui peut venir dans le pays avec en tant que ministre ivoirien, considéré comme un ministre ivoirien. Oui, en tant que ministre ivoirien, on peut le faire puisqu'à l'époque, on a eu des ministres ivoiriens qui étaient français. On a eu des ministres... Donc, ce n'était pas des ministres ivoiriens, c'était des ministres français? Non, ivoiriens, mais simplement, on va dire, comme ils étaient encore sous le coup, je dirais, du passage de l'indépendance et de la République. Donc, soit ils sont ivoiriens, soit ils sont français, soit ils sont les deux. Donc, non, ils avaient les deux. C'est un Ivoirien. Je pense qu'il ne faut même pas aller... je pense qu'il faut même pas aller dans ce jeu. Il a été ministre ivoirien. Au mieux, je me souviens de, même moi qui entendais Thiam Thiam, c'était une fierté ivoirienne. Quoi qu'il en soit, Crédit Suisse, il était une fierté ivoirienne. Quand il a été major, dès que j'entendais, c'était la fierté ivoirienne plus africaine. Et c'est maintenant qu'on va lui... les gens vont vous répondre, la loi c'est la loi. C'est-à-dire que si on se base sur des textes, malheureusement... Même pour moi, la loi... mais même pour moi, la loi, là, si on regarde bien, ils peuvent aller au-delà de ça. Et c'est le rapport de force qui me gêne. Le rapport de force, et c'est pour en venir. Tidjane Thiam, j'ai un petit problème, par exemple, parce que j'aurais, au soir même, c'est-à-dire de sa déclaration, j'attendais vraiment quelqu'un qui allait galvaniser, qui allait... J'attendais un moment comme ça. Vous l'avez trouvé quoi? Passif? Vous l'avez trouvé comment? Non, c'est-à-dire abattu, et j'ai l'impression même que ce n'est même plus... il ne s'adresse même plus au pouvoir en disant que c'est le pouvoir, mais j'ai l'impression que c'est plus aux personnes de son propre parti. Et c'est là où je me suis dit, quand il a dit, et l'erreur qu'il fait, c'est il n'y a pas de plan A, plan B ou plan Z, je suis, je me suis dit, donc il y a un problème avec son parti. Et tant qu'il n'y a pas cette unité au sein de son parti, je pense qu'eux, ils vont le mettre de côté. Mais il a raté pour moi son moment lors de sa déclaration. Ils auraient pu négocier, voir, prendre leur temps et faire un rapport de force. Pour vous dire, ils devaient aller faire une manifestation. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est les forces de sécurité qui ont vraiment barricadé au point où on ne donnait aucune chance à une manifestation. La manifestation a été annulée. Alors effectivement, on revient sur le leadership de Tidjane Thiam et avec cette fameuse phrase qu'il a pu dire, à savoir « c'est moi ou personne », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, entre guillemets, oui, voilà, c'est moi ou personne. Est-ce que c'est une posture légitime? Est-ce que c'est une erreur stratégique? Certains clament haut et fort en disant non, effectivement, c'est que Tidjane Thiam et personne d'autre. D'autres disent mais non, le parti, c'est pas Tidjane Thiam, c'est le PDCI. Oui, mais Aïssa, je pense que Tidjane Thiam, il s'est battu. Donc pour être aujourd'hui là où il est, c'est-à-dire que déjà pour être élu en décembre 2023 président du PDCI-RDA, ensuite il a été plébiscité, on l'a vu tout dernièrement avec plus de 99% des voix pour être investi comme candidat. Donc il y a quand même une confiance qui est placée en lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette candidature, qui a élaboré une stratégie. On comprend qu'il y a déception. On comprend qu'il y a déception s'il ne peut pas briguer la magistrature suprême. Mais est-ce que le PDCI doit finalement s'exclure parce que Tidjane Thiam ne peut pas aller aux élections présidentielles? C'est ça la question. Alors, le PDI, c'est vrai que normalement, comme tout grand parti, il n'y a pas d'homme providentiel, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver, et donc on l'avait dit il y a une semaine ici, notamment en prenant l'exemple du PASTEF, mais il s'avère que le PDCI n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que Tidjane Thiam, on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne se serait jamais attendu à ce qu'on lui sorte ce type d'argument
pour l'écarter donc de la présidentielle. En même temps, il y avait quand même des prémices. C'est-à-dire que n'oublions pas que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait quand même des prémices concernant sa nationalité. Même avant tout ça, comme je l'ai dit, ça découle de ce que le président Ouattara aussi a vécu. N'oublions pas aussi que lui, il a vécu cela. Il y a un historique, effectivement. Il aurait dû tout préparer. Maintenant, le fait qu'il dise que c'est lui et que lui, il a réellement raison parce que il faudrait dire qu'on ne baisse pas les bras. On se bat. Après, il peut avoir dans les jours qui vont suivre peut-être un accord. Mais il faut dans le premier abord dire je ne baisse pas les bras, c'est moi donc je vais me battre. Oui. Donc chers militants, mettez-vous en marche pour qu'on puisse se battre. Est-ce que c'est pas le PDCI qui aurait dû dire ça? Non, le PDCI a fait après un communiqué de presse. Mais là-dessus, on va dire, moi, où je suis, c'est légitime. C'est légitime. Au contraire, c'est légitime parce qu'il a tous les droits de le dire. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le juge a fait un jugement sur sa nationalité et non sur sa présence sur la liste électorale. Donc, en jurisprudence, il a le droit aussi d'attaquer sur sa nationalité. En passant, parce que c'était pas ça qui était le fait de jugement. En passant par ça, il peut faire, on va dire, une ouverture juridique qui va faire que automatiquement, ce jugement qui va être rendu cette fois-ci peut annuler le premier jugement. Sauf que, est-ce que un procès va être accepté dans les temps? Dans les temps, voilà. Octobre 2025, c'est très peut-être il fera comme ici ce qu'on a eu avec Marine Le Pen. Il va se mettre à la télévision puis demander à ce qu'on accélère les recours. Après, pour le fameux plan B où quand il dit c'est moi et personne d'autre, le souci c'est que le lendemain, on a Madame Yapo qui prend la parole et qui est du PDCI. Et qui elle-même se positionne en tant que candidate du PDCI. Donc, en plan B. C'est-à-dire que, et si on regardait si on fait un petit parallèle avec, moi c'est pour ça m'a fait un peu sourire quand il a dit il n'y a pas de plan B, C, ça m'a tout de suite fait rappeler à Ousmane Sonko, qui est allé jusqu'au bout il n'y a aucun plan B, C, D. Jusqu'au dernier moment, c'est là où il a sorti son plan B, là où personne n'attendait un plan B. Mais pour le coup, est-ce que finalement, est-ce que stratégiquement, est-ce qu'il n'a pas voulu jouer ça? Ben c'est ça, parce que il faut pas baisser les bras dès l'abord, parce que si on baisse le bras dès le début, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'attend, l'opposition, c'est ce qu'elle attend. Demain, la justice dit, non, il y a une erreur, c'était pas un jugement sur la présence sur la liste électorale, c'est la nationalité, donc on annule, sauf que là, il a plébiscité. Sauf que c'est là où le candidat n'est pas uni. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que si Tidjane Thiam ne se met pas dans cette position, d'autres candidats qui sont, en tout cas aujourd'hui, qui ne sont pas sur la liste électorale, notamment Laurent Gbagbo, donc jouent le même rapport de force. Pourquoi est-ce que lui, il se mettrait dans une position en disant, dans tous les cas, je suis légaliste, comme je suis radié, il n'y a pas de problème, je laisse éventuellement la possibilité à accepter finalement la ça défend et puis ça serait la décision du juge. Parce qu'une bataille politique continue. Et surtout que c'est, enfin, là où je suis d'accord avec Baba, c'est que il faut qu'il soit beaucoup plus offensif, notamment pour dénoncer un petit peu sa radiation comme étant la conséquence d'une machination politique. D'une injustice, donc une machination politique. Parce qu'on voit bien que ceux qui ont commencé à contester son ivoirité, c'est bien donc les gens du RHDP. Et surtout, moi j'ai entendu une déclaration du porte-parole du gouvernement ivoirien qui dit qu'ils sont prêts à assumer les conséquences logiques de cette décision. Notamment pour l'instant, il a été juste demandé qu'il soit radié dans la liste électorale, mais comme si maintenant s'il n'est plus ivoirien, et que si en gros on doit lui retirer son passeport ivoirien, eux ils sont prêts à l'assumer. C'est-à-dire que le gouvernement ne joue pas l'apaisement, au contraire joue le rapport de force pour l'amener un petit peu. Parce que le gouvernement n'essaie pas de protéger peut-être son montant, parce qu'aujourd'hui tous ces débats sont bien lancés, mais le président Ouattara n'a jamais encore affirmé qu'il est candidat. Exactement, on va en parler dans un instant. Est-ce que une alternative, Jean-Louis Billon, pourrait jouer ce rôle-là d'alternative éventuellement? Je pense qu'il en rêvait, même au moment des élections, parce qu'il devait se présenter, il s'est retiré. Et au-delà de ça, il y a Madame Yapo aussi. C'est pour ça que je dis, c'est quand le lendemain, on entend Tidjane Thiam dire il n'y aura pas de plan B, ou c'est moi et ce ne sera que moi, je me suis dit, c'est une phrase qui fragilise, en sachant que le PDCI, dans ce qu'on voit, n'est pas uni. Et d'ailleurs même, quand j'ai regardé le lendemain, quand les gens du PDCI, les sympathisants ou les militants du PDCI se sont rassemblés, je me suis dit, mais il n'y avait que ça. Et pour un parti comme le PDCI, je me suis posé des questions.
Est-ce qu'ils sont unis? Est-ce que Jean-Louis Billon, autant aller dans ce plan B, hein, Jean-Louis Billon, ça va là. Après, on peut parler de la coalition Cap Côte d'Ivoire. Parce que pour le coup, c'est peut-être la solution, à savoir faire contrepoids avec donc tous les exclus donc, de cette élection présidentielle. Est-ce que cette coalition aujourd'hui peut avoir le rapport escompté face au RHDP? Est-ce que Cap Côte d'Ivoire, qui est à la tête donc Tidiane Thiam, finalement peut jouer ce rôle et contrebalancer finalement les décisions du RHDP et mobiliser même la population afin que finalement on casse cette interdiction? On a déjà vu un peu ce scénario. Souvenons-nous quand le président Ouattara était en face du président Gbagbo, le président Bédié avait été écarté. Donc automatiquement il s'est rallié derrière Ouattara, ils ont essayé de monter une coalition pour pouvoir venir au pouvoir. Donc cette discussion peut être toujours abordée pour que Cap puisse essayer de drainer tous les militants, a dit on ne veut plus du pouvoir de M. Ouattara. Mais la question aussi, est-ce que c'est M. Ouattara ou le RHDP? Il faudrait qu'aujourd'hui, on est à quelques mois des élections présidentielles, qu'on puisse savoir officiellement le candidat du RHDP pour qu'il y ait vraiment un débat démocratique avec en face il est dans la légalité, c'est-à-dire qu'il n'est, on ne peut pas le forcer, l'obliger à... Je veux dire, là, on doit savoir des sillons. Parce que si on n'a pas, on va dire, je dirais, de vision en face, on revient un peu dans ce qu'on a vécu avec, à l'époque au Sénégal, avec Macky Sall qui disait oui, non, oui, non, oui, non, jusqu'au bout. Oui, et il a le droit, pour le coup, le président Ouattara a le droit de jouer cette tactique-là. Alors, je prends un message d'un commentaire. Le PDCI n'a pas suffisamment démontré sa solidarité avec le PPACI quand Gbagbo a été radié. Maintenant, ils vont chercher à s'unir. Le pouvoir mis sur la division et l'opposition pour la torpiller. C'est pas le seul commentaire que j'ai vu qui disait cela, à savoir, lorsque certains ont été radiés, n'ont pas eu la possibilité de être inscrits sur les listes électorales, le PDCI finalement n'est pas monté au créneau comme ce qui était escompté, et finalement maintenant que le PDCI est mis sur le banc notamment Thiam, eh bien on demande à une solidarité, venez on se lève pour faire en sorte que on puisse renverser entre guillemets le pouvoir. Vous en pensez quoi, monsieur Camara? Oui, c'est vrai que le PDCI a une faiblesse parce que, pareil, aujourd'hui, beaucoup de gens lui reprochent d'être à l'origine de toutes ces lois un petit peu sur l'ivoirité, etc., et que ça se retourne contre son candidat. Et c'est vrai que le PDCI, évidemment, on peut lui reprocher de n'avoir pas suffisamment soutenu donc Gbagbo lorsqu'il a été dans cette position donc de se défendre, et évidemment, et on le voit bien parmi les réactions qu'il y a eu suite à cette décision de justice, on a vu que Gbagbo il n'a pas pris position, et d'ailleurs il y a eu un boycott de la séance à l'Assemblée nationale, et les députés donc du parti de Gbagbo se sont tout de suite empressés de dire que eux, leur boycott n'exprimait pas une solidarité par rapport à Tidiane Thiam, mais que c'était plutôt par rapport au fait que leur candidat pour l'instant est exclu de la possibilité de se présenter. Bien sûr, et aujourd'hui le Cap Côte d'Ivoire doit se mettre derrière qui, Madame Gbagbo. Pour le coup, c'est la seule candidate. Mais en plus, c'est elle qui s'est levée, qui a fait bizarrement, c'est elle la première qui a fait une déclaration publique entourée des autres membres de CAP et avec 7 ou 8 revendications en demandant effectivement la révision de la liste électorale, mais aussi l'inclusion de que ce soit Tidiane Thiam, Gbagbo, mais elle s'est mise en position de leader. Elle a déjà pris son rôle. Leader. Mais pour en venir là, ça fait le jeu de RHDP. Ils vont jouer sur les divisions, sur les égos. C'est pour ça que cette coalition, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'elle peut vraiment se matérialiser, se concrétiser? Pas sûr. Alors là, on va finir avec le RHDP, qui est finalement en position de force. Et Baba, vous l'aviez dit, vous avez répété à maintes reprises que M. Ouattara ne se présentera pas aux élections. Et finalement, le terrain est propice à l'arrivée d'un nouveau dauphin du RHDP. Finalement, si on enlève tous les ténors donc, à cette élection présidentielle, et finalement, on peut ramener un nouveau visage, une nouvelle personnalité et le faire le propulser. Moi, je ne vois pas en fait cette éventualité-là. Alassane Ouattara va se présenter. Voilà, parce que si Alassane Ouattara voulait vraiment passer la main, y compris en laissant un dauphin prendre le relais, je pense qu'il lui-même il serait impliqué dans le dialogue. Il aurait fait en sorte qu'il y ait un dialogue politique en Côte d'Ivoire qui aurait permis d'organiser des élections
inclusive, apaisée, etc. Or, il n'est pas dans ce registre. Ça veut dire que, soit, même s'il passait la main, il estime que il n'y est, enfin, on en a discuté il y a encore quelques temps, en disant que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Et que Ouattara, il craint sûrement, par exemple, le retour de quelqu'un comme Gbagbo ou d'un autre opposant, Baba, qui pourrait justement lui chercher des poux par rapport à... Moi, ça me fait penser encore une fois au scénario sénégalais, où Macky Sall a dit « j'y vais pas, mais le candidat là n'ira pas. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte de voir comment vous allez faire avec un autre candidat » quand il avait écarté Ousmane Sonko. Là, j'ai l'impression que effectivement, Ouattara, ce qu'il a fait, j'y vais pas, mais eux, ils n'iront pas. Maintenant, à vous de vous débrouiller face aux autres. Et c'est là où la stratégie de RHDP, ça va être tout simplement de miser sur la division la division, en sachant que même si on nomme un candidat au dernier moment au niveau RHDP, ça va être le candidat de Ouattara et ils vont se jouer sur le bilan de Ouattara en disant c'est le candidat, donc la continuité. Donc pour moi, qu'ils mettent n'importe qui à ce niveau-là. Aujourd'hui, peu importe la personne qu'ils mettront face, donc on va dire à Cap Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tant que les autres la situation est en faveur du RHDP. Ah oui, tant que les autres sont mis de côté. Et c'est vrai que les égos, à moins que par miracle, ils décident de se dire on se met tous en bloc et on y va à l'affrontement. Pour conclure, vous en pensez quoi, Monsieur Totui? Moi, je dirais... Quel scénario? Ouattara va se présenter, un dauphin va arriver, le RHDP a un petit peu chamboulé toute la situation en Côte d'Ivoire et finalement, peu importe le dauphin, il gagnera. Madame Aïssatou, comme je l'ai dit très souvent, lire l'avenir dans une boule de cristal, on est très fort quand on ne le vit pas dans certaines situations. Mais là, aujourd'hui, le président Ouattara, comme vous me l'avez rappelé, n'a pas encore pris sa décision. Donc, peut-être qu'il l'a prise, mais il n'a pas annoncé, en tout cas. Il n'a pas annoncé. Donc, aujourd'hui, on est dans les spéculations. Il peut y avoir aussi un zèle de certains agents qui peuvent dire, OK, à travers les militants qui ont porté plainte, je peux aussi recadrer ou rebloquer certains candidats. Mais aussi, si le président Ouattara se dit, Oufouetis, père de la nation, il se dit homme de paix, il prend la paix comme le président Foubagne l'avait mis, il va plutôt appeler tous les candidats qui ont été radiés pour pouvoir dire trouver une solution. Une solution pour apaiser, pour recoller les liens entre les Ivoiriens. Parce que si les liens des Ivoiriens sont détruits, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, on va encore perdre cette unité de panafricaniste qu'on peut mettre dans toute l'Afrique. Est-ce que c'est ce que lui veut ou est-ce que c'est ce que la population désire? Parce qu'aujourd'hui, la population désire un changement. Mais est-ce que ce changement, ça ne peut pas être un dauphin que propose le président Ouattara? Ça ne peut pas être aussi quelqu'un qui vient, qui est indépendant, qui n'est ni dans ses partis, qui va profiter de cette situation pour s'imposer. Exactement. Plusieurs scénarios sont possibles. Tous les scénarios. Monsieur Bion n'est pas aussi obligé d'être forcément dans le PDCI. Il a aussi la capacité de se présenter en indépendant pour pouvoir y aller. On a aussi, n'oublions pas, on cite tous ces derniers en disant oui, voilà. Mais moi, je m'interroge sur le déplacement de Monsieur Soro Guillaume au Ghana et qui commence à sortir. Est-ce que lui aussi n'aura pas quelqu'un peut-être qui va proposer? En tout cas, bonne question, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez dit, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, on va suivre l'actualité donc en Côte d'Ivoire de très très près. Et je vais finir avec un message d'un téléspectateur qui est très important et qui confirme vos propos. Chers politiques, nous vous prions de nous épargner le bilan morbide des 3000 morts de la crise post-électorale de 2011. Asseyez-vous pour discuter. Et je pense que le message est très clair. Merci beaucoup. Allez, on continue cette émission avec le deuxième sujet. Et oui, cap vers le Burkina Faso. Coup d'État manqué. Quelles sont les leçons à en tirer? Allez, on regarde la vidéo et puis on revient. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana a révélé qu'une tentative de coup d'État a été récemment déjouée. Selon ses déclarations, cette opération était orchestrée par des militaires en service et à la retraite en connivence avec des chefs terroristes. Parmi les officiers impliqués figure notamment Baré Abdraman. Le plan visait à créer le chaos dans le pays et à le placer sous l'influence d'une organisation internationale non précisée. Les autorités affirment que des messages ont été diffusés au sein de l'armée pour s'aimer la confusion, tandis que certains leaders religieux seraient également impliqués dans ce complot.
Une attaque ciblant le palais présidentiel était prévue pour le 16 avril dernier dans le but de désorganiser l'armée. De retour sur le plateau, Babadem, on vous donne la parole. La Burkina Faso, que se passe-t-il? Absolument, comme on dit, depuis le 16 avril dernier, c'est une tentative de coup d'État déjouée selon les autorités de justesse. Alors, on va y aller sur 3 éléments clés pour comprendre cette actualité. Premièrement, un complot orchestré par des militaires dissidents et des groupes terroristes. Donc, le 16 avril 2025, un assaut contre la présidence du Faso avait été prévu, mené par des soldats en association avec des groupes terroristes. L'objectif, semer le chaos à travers le pays par des attaques simultanées et s'emparer du pouvoir. Deuxièmement, des cerveaux du complot localisés à l'étranger. Les autorités pointent du doigt plusieurs officiers déserteurs, notamment le commandant Joanny Compaoré et le lieutenant Abdraman Bari, réfugiés en Côte d'Ivoire. Elles accusent régulièrement ce pays voisin d'héberger ses opposants et d'être le centre de coordination de ces tentatives de déstabilisation. Et troisièmement, une riposte rapide grâce aux services de renseignement. C'est la vigilance des services de renseignement et la collaboration des soldats patriotes qui ont permis de déjouer ce complot. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans les rangs de l'armée et des investigations sont en cours pour démanteler le réseau et identifier toutes les complicités. Alors, pour conclure, on a un climat de suspicion et de fragilité politique. Cette nouvelle tentative, on parle de 13 coups d'État déjoués depuis, soulève une question cruciale. Pour certains, cette multiplication des coups d'État et des arrestations dans l'armée est le symptôme d'une crise de confiance profonde entre pouvoir et forces armées. Pour d'autres, c'est le reflet d'une instrumentalisation politique de la menace sécuritaire. Bref, le débat est ouvert en tout cas. Le débat est ouvert. Merci beaucoup, Babadem. Alors, que révèlent les profils des instigateurs? Donc, vous l'avez dit, pas mal de militaires, d'anciens militaires, d'exilés. Et nommés. Exact. Compaoré et Abdraman Bari. Totalement. Déserteurs qui se sont réfugiés. Exactement. Vous en pensez quoi, Monsieur Toutier? Vous savez, quand on est dans un pays où on sort d'un coup d'État, on l'a vu en Côte d'Ivoire et autres, avec Sougueï, Robert, ensuite Soumabo, il y aura toujours des tentatives de coup d'État et des manipulations, on va dire, dites politiques. À la fois de l'extérieur, venant de certains pays, certaines forces économiques qui veulent des changements, mais aussi sur les positions des acteurs même du pays qui peuvent utiliser pour le côté sécuritaire, pour faire un peu peur à la population. Et de cela, pouvoir mettre toujours l'état on va dire l'état d'alerte au maximum et voir les hommes en armes partout dans la ville et pouvoir toujours travailler et protéger, je dirais, cette présidence. C'est-à-dire que pour vous, ça peut être orchestré. Ça peut être orchestré parce qu'aujourd'hui, c'est on nomme certains, mais ceux qui ont été arrêtés, j'ai regardé un peu la télévision burkinabé et même on va dire l'AES, et je n'ai pas vu les visages de ces personnes qui ont été arrêtées. Normalement, dans les tout débuts, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il arrêtait des personnes, automatiquement, on les mettait à la télévision, on les montrait pour dire voici ceux qui veulent essayer de les déstabiliser. Je crois que Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il veut faire avancer, je dirais, le Schlimbik. Mais n'oublions pas une chose, c'est que cette révolte panafricaniste de l'AES gêne aussi les autres pays, qui peut entraîner à ce que ces autres pays rentrent, en montrant que ce pays aussi est un peu déstabilisé et l'insécurité règne. Ça renforce et ça renchérit en disant, dans les pays et les autres pays, vous voyez, si vous voulez aller à cette image que vous voyez, il y aura l'insécurité dans notre pays. Donc voilà, donc il y a plein d'éléments. Vous en pensez quoi lorsque M. Totu dit que finalement c'est un coup d'État qui a été orchestré par les autorités afin de pouvoir asseoir, de pouvoir mettre en place ce qu'ils souhaitent comme ils le veulent? Non, ça je peux pas. Parce que la seule question, ça serait de dire à quoi bon. Et je pense que là, le président Ibrahim Traoré n'a même pas besoin de ça. Il est assez populaire. Sa légitimité vient de la population. Donc, il n'aurait pas eu besoin de ça. Mais en même temps, il a dit qu'il gêne. Donc, ça peut venir d'autres personnes, etc. Donc, moi, je vois plus cette position. Et d'ailleurs, il nomme pas. Et comme on dit, ce n'est pas la première tentative de coup d'État. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que c'est le porte-parole et le ministre qui est sorti et qui a donné des éléments clairs. Et pour une fois aussi, il nomme ceux qui seraient les comploteurs. Donc, les autres fois, on parlait du Togo. Cette fois-ci, Togo-Bénin, la Côte d'Ivoire, ça a été souvent cité. Donc, il y a une véritable menace. Et forcément, Ibrahim Traoré gêne.
Et ça peut venir de partout. partout. Il faut que le président, donc, message d'un commentateur, il faut que le président pense à une tactique d'attaque et non seulement défensive. Ils ne vont jamais arrêter de tenter de renverser son pouvoir tant qu'il n'oppose pas le respect, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Vous en pensez quoi? C'est vrai que, comme vous l'avez dit plus tôt, plus de 13 tentatives de coup d'État donc au Burkina Faso, c'est énorme en seulement 2 ans et demi. Vous en pensez quoi? Que doit-on mettre en place afin d'éviter cela? Et surtout, on voit qu'à l'intérieur du pays, qu'à l'extérieur du pays, le Burkina Faso a beaucoup d'ennemis. Oui, justement, Aïcha, le problème du Burkina, au même titre que les autres pays de l'AES, c'est que ce sont des pays qui sont vraiment confrontés à des situations sécuritaires quand même qui sont assez graves, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mouvements de personnes qui sont armées. Donc les institutions dans ces pays-là ne sont pas tout à fait encore bien assises pour qu'on puisse se concentrer donc, notamment sur donc, la protection uniquement du pouvoir. Et donc c'est qui ouvre la possibilité donc, à des nombreuses tentatives. Alors moi je ne dirais pas que tous les coups d'État déjoués sont sérieusement téléguidés depuis l'étranger. Hein, on peut toujours avoir aussi bien des ennemis à l'intérieur. Bien sûr, comme on l'a dit plus tôt, force interne, exactement, et c'est vrai interne et que externe. Ibrahim Traoré gêne par sa posture, par son idéologie, par sa volonté de faire du Burkina un pays qui s'émancipe, on l'a déjà dit ici, d'un certain nombre de rapports, y compris en Afrique et dans le monde. Et évidemment, il n'est pas étonnant que des personnes puissent toujours trouver des relais, notamment dans les différents pays qui veulent le renverser. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien sûr. Je vous pose la question à vous, Stéphane. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez soufflé à Dr Camara. Monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, dérange, sa personnalité dérange, son charisme dérange. Totalement. Plus que les autres Totalement, puisque comprenez une chose, dans l'AES aujourd'hui à l'international, que ce soit en Russie, aux États-Unis, on parle plus d'Ibrahim Traoré que du président du Mali ou du Niger. Parce que ce dernier, il essaie d'incarner ce que Thomas Sankara avait, donc un certain charisme. Et tout le monde voit en lui peut-être le futur Thomas Sankara. Sauf que, n'oublions pas aussi une chose, Thomas Sankara, dans son armée, avait des personnes qui étaient contre sa vision panafricaniste. Ibrahim Traoré s'il peut avoir ce conflit. Mais la chose, c'est que, par rapport à la question de votre commentateur, comment pouvons-nous mettre un appareil, disons, un système en place pour contrecarrer tout ce qui vient à la fois de l'interne et de l'international? C'est compliqué. Oui. Est-ce que ce pays doit vivre en autarcie, renfermé entre elles? Mais renfermé sur qui? Avec quoi? Pourtant, elle veut montrer que sans l'Occident, le Burkina fonce, le Burkina essaie de construire quelque chose et il en est fier. Et je crois le peuple burkinabé est fier. Nous parlons de démocratie ici en Europe, en parlant, oui, les élections, tout ceci. Mais là, c'était une démonstration aussi de démocratie, puisque c'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui l'a porté au pouvoir. Même s'il a fait un coup d'état militaire, le peuple pouvait aussi sortir pour dire on ne te veut pas. Oui. Mais le peuple est sorti pour dire on te veut. Reste en place, on te soutient. Ce qui veut dire que c'est le peuple qui a décidé. Donc c'est une élection qui ne dit pas, disons, son nom, mais c'est une démocratie. Mais est-ce que les autres militaires qui sont autour de lui, qui voient des promotionnels, qui évoluent hiérarchiquement, et eux ils sont encore en arrière, se disent pourquoi pas nous? Comment ce petit capitaine a réussi à le faire? Pourquoi pas nous? C'est une des plus grosses problématiques, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on regarde la liste des instigateurs, il y a beaucoup de militaires ou d'anciens militaires qui peut-être semblaient frustrés, considérer qu'ils devraient être à la place éventuellement de M. Traoré. Donc il y a plein de oui, et puis il est capitaine. Il est capitaine, il n'est pas... Les généraux, les colonels et tout ça peuvent, ou les commandants derrière qui peuvent se dire. Mais moi je pense que quand il parlait de charisme, l'impérialisme, ou alors on va dire la puissance française à l'époque, dès qu'une personne sortait du lot comme ça, c'est Thomas Sankara ou d'autres, il disait lui, c'était même le cas de Lumumba, etc., on doit l'éliminer tout de suite pour pas qu'il y ait un effet contagion dans les autres pays. Et c'était comme ça qu'on éliminait des personnes comme ça. Sauf que aujourd'hui on est en 2025. Eux, ils le savent.
c'est-à-dire que Ibrahim Traoré ou les autres le savent. Ils savent qu'ils seront attaqués, d'ailleurs, ils le disent souvent, et même ils le disent, nous sommes en révolution. Exactement. Ils ne vont jamais lâcher quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce côté guéguerre entre les partis. Mais Ibrahim Traoré, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau panafricain, vous regardez les réseaux sociaux, aujourd'hui même sont des anglophones, c'est-à-dire que tous les discours de Ibrahim Traoré sont en anglais. Et c'est Haïti ou les anglophones qui reprennent à fond Ibrahim Traoré en disant on aurait voulu de Ibrahim Traoré ici. Donc il commence. Mais finalement, cette mise en avant d'Ibrahim Traoré, le fait qu'il soit au devant de la scène, le fait qu'il explique ouvertement donc toutes les tentatives de déstabilisation de son pays, tous les projets de déstabilisation de son pays, est-ce que cela finalement ne va pas avoir un impact négatif dans son projet? Non, ça le protège. Moi, pour moi, ça pour le vous, protège. ça le protège? Oui, pour moi, ça c'est justement ça, c'est le piège, parce que, alors, je ne vais pas faire le parallèle, mais on se souvient un petit peu que, par exemple, quelqu'un comme Sékou Touré, Sékou Touré, donc il y avait aussi un vrai programme révolutionnaire d'émancipation, etc. Malheureusement, toutes les tentatives de déstabilisation, alors imaginaire ou réelle, on n'en saura jamais, ont fait que finalement il a dû se concentrer sur sa seule protection. Parce que justement, ça c'est le danger. Lorsqu'on est assailli de partout... C'est quoi la paranoïa qui peut arriver éventuellement? C'est-à-dire qu'on se surprotège, tout le monde est ennemi, on a peur de tout le monde. Voilà, on se surprotège, non seulement on se surprotège, mais également on risque de soupçonner finalement toute voix un petit peu discordante, hein, alors que des fois c'est sain que même lorsqu'on est légitimé par la population, qu'on puisse avoir autour de soi des conseillers ou des compagnons qui puissent nous dire un certain nombre de vérités. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, le risque, c'est ça. Donc, il faudrait que Ibrahim Traoré, conscient de tout cela, puisse en tout cas s'entourer de personnes avec lesquelles il peut avoir une espèce de direction collégiale du Burkina Faso. Et je pense que cela découragerait éventuellement toutes les personnes qui tentent de faire un coup d'État. Parce que le fait de dire que c'est un système qui est là et non un homme, je pense que ça peut dissuader les gens qui pensent qu'il suffit d'un coup d'État pour que le pouvoir change de camp. La Côte d'Ivoire encore considérée comme une base arrière, hein, donc des ennemis du Burkina Faso, donc selon les autorités. La Côte d'Ivoire n'a toujours pas réagi. Et est-ce qu'elle devrait réagir? Peut-être pas. Pas forcément. Après, ils ont juste dit qu'ils n'ont qu'à apporter des preuves et donc ils ne vont pas réagir. Donc c'est le porte-parole qui a réagi comme ça. Voilà. Mais il y a aussi une chose, c'est que là, on a nommé des Burkinabés qui sont installés ou qui sont localisés en Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont pas implicitement parlé de la main derrière. Oui, bien sûr, des autorités de l'État. C'est-à-dire que ça peut être la base arrière, mais sans forcément avec une complicité des autorités. C'est un discours, on va dire, régulier. On le voit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, voire même avec le Mali, il y a toujours cette guéguerre. Est-ce qu'on peut appeler ça une simple guéguerre? C'est une guéguerre parce que moi, depuis de Thomas Sankara et tout, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays, on va dire, en Afrique, lorsqu'il y a des coups d'État ou autres, recueille toujours les personnalités qui donnent asile sur ces territoires. On l'a vu à l'époque, même Blaise Compaoré, avant qu'il quitte la Côte d'Ivoire, avant qu'il reparte au Burkina. On l'a vu avec plein d'autres présidents. Donc, ces généraux, ces militaires sont... un historique concernant la Côte d'Ivoire, quand on parle notamment, on va revenir à la Fédération du Mali, etc. Donc, ce qui peut justifier souvent sur la partie, est-ce qu'il doit, on va dire, continuer à surenchérir ce côté sécuritaire? Je dirais oui, s'il reste toujours militaire. Non, s'il incarne maintenant le leader que le Burkina a voulu, en disant je rends le treillis, je deviens politique que vous voulez que je sois, je veux porter la tenue maintenant du panafricanisme que vous souhaitez. Donc pour cela, j'organise des élections et allons pour voir ce qu'il va faire. Mais en me disant maintenant, en tant que civil, je n'aurai plus à subir, je dirais, l'injustice des grades. J'aurais à subir simplement le fait que je suis le chef suprême. Est-ce que ça changerait quelque chose? Non, bon, moi, ça ne change pas parce qu'il y a la transition qui a été menée. Ils sont dans un cap de 5 ans, donc il n'y a aucun souci par là. Compaoré a fait plus de 27 ans, il était capitaine, ils avaient des généraux, donc pour moi les grades, c'est pas... Mais c'est juste une petite parenthèse par rapport à la paranoïa qui pourrait être, c'est que cette fois-ci, ce sont des renseignements et c'est des militaires, les renseignements, les écoutes et des militaires patriotes
qui ont dénoncé. Bien sûr. En fait, Et quand on parle de la paranoïa, c'est plutôt maintenant. Voilà, Ouais, alors ils ont les informations. Voilà, Ils ont vraiment les des informations. Ils se disent, ok, on a des ennemis d'un peu partout et finalement, on va renforcer la sécurité. Oui. Finalement, tout le monde va être un petit peu. Et ce qui est bien, c'est le fait de communiquer. Comme ça, nous-mêmes, il nous prend à témoin. Alors qu'avant, on cachait ça. Donc, du jour au lendemain, on voit. Alors que là, on sait. Oui, mais le problème, c'est qu'ils peuvent pousser à une psychose Et c'est de la ça, population. la paranoïa. Parce Non, que psychose. La vérité. il y a eu des faits réels, certes, mais il y a aussi ce qui a été véhiculé par des forces étrangères sur le territoire, en expliquant qu'il y a eu des coups d'État à chaque fois, en expliquant qu'il y a des populations qui ont été tuées par des rebelles qui sont entrés, sauf que l'État n'a jamais confirmé ça. Et ce qui fait qu'on dit oui, par rapport à ça, il y a la chasse aux sorcières dans les rangs de l'armée. Cette paranoïa va faire quoi? Va créer une psychose en disant, la population va se dire, est-ce que notre chef est vraiment menacé? D'où l'importance de communiquer ouvertement, de dire ce qui se passe, En ce qui plus, va être dans mis le en cas, place. c'est un véritable leadership. Là où il y a la psychose qui vient, c'est C'est lorsqu'il n'y a pas de leadership. quand il y a pas C'est-à-dire qu'on d'information. constate, mais on ne dit pas ce On qu'on dit pas va ce faire. qui va Alors derrière. que là, le capitaine, lui, il dit, nous avons ça, je vous dis la vérité, nous allons vers Voilà ça. les solutions Et qui nous sont allons apportées. régler ça. Donc pour moi, il n'y a pas D'accord. de... Donc pour vous, il est important de continuer à communiquer afin que Absolument. la population sache exactement ce qu'il se passe dans leur Et territoire. surtout, on est dans un temps où il y a beaucoup de fake news aussi. Exactement. Donc le fait de Donc, communiquer le fait que ça vienne d'en haut, voilà, ça ça vienne permet directement de la voilà. bouche du président, Ça finalement, ça permet de- dissipe Ouais. éventuellement cette paranoïa, ces peurs, ces psychoses éventuellement qu'il pourrait avoir. Allez, mesdames et messieurs, on continue maintenant avec la RDC, le retour de Joseph Kabila sous haute tension. On regarde une vidéo et puis on revient. Image ni aucune déclaration officielle ne témoignent du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants y croient et les réactions sont partagées. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. Le raïs Joseph Kabila Kabange a dirigé le pays pendant 18 ans. Joseph Kabila vient ramener la paix au Congo parce que le gouvernement de Kinshasa a tout détruit. Voilà, avec son arrivée, les choses vont bien marcher. De retour sur le plateau, docteur Camara, on vous donne la parole. Alors que se passe-t-il en RDC? Alors, donc, Aïssa, comme vous l'avez dit, on peut craindre que le retour de Joseph Kabila donc, en RDC donc, menace le processus de paix qui est en cours, à moins que Joseph Kabila, qui se présente comme éventuellement le sauveur de la RDC, ne vienne prendre le pouvoir par la force. Alors, on se rappelle que depuis en février, il avait déjà pris la parole, puisque dans le pacte qu'il avait signé avec le président Tshisekedi en 2019 consistait en tout cas à ce qu'il ait un droit de réserve. Donc, il a brisé justement ce droit de réserve en prenant la parole dans le Sunday Time en Afrique du Sud en février, où il accusait donc Tshisekedi de mauvaise gouvernance et d'être un petit peu à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour Joseph Kabila, les problèmes que connaît aujourd'hui le Congo sont en partie liés à la mauvaise gouvernance et au fait qu'aujourd'hui Tshisekedi ne respecte plus les droits de l'homme, qu'il pourchasse les opposants, qu'il s'en prend à la population, et que lui, il ne peut plus rester donc dans cette réserve, et donc il a brisé ce pacte, et il semblerait qu'il soit déjà de retour. Donc il avait déjà annoncé qu'il reviendrait en RDC par la partie orientale, c'est-à-dire la partie où se trouve actuellement la rébellion. Et en anticipant son retour, donc qui est perçu comme une menace par le pouvoir de Kinshasa, donc on a déjà pris un certain nombre de décisions, donc notamment on a enclenché des procédures judiciaires contre lui, et on a fouillé ses résidences. Son parti a été suspendu de toute activité sur l'étendue du territoire parce que ce parti avait déjà été accusé d'avoir un silence complice vis-à-vis de la rébellion. Et aujourd'hui, on l'accuse d'être plutôt complice directement avec le M23. Donc, ce qu'on craint, c'est que
le retour de Kabila peut entraîner justement la RDC dans un conflit notamment politique interne, hein, où cette fois-ci, soit il va essayer peut-être de faire un coup de force et de s'imposer, donc comme les gens du M23 l'avaient justement annoncé en disant qu'ils pourraient éventuellement aller jusqu'à Kinshasa. Et s'ils vont à Kinshasa, est-ce que Joseph Kabila serait à leur tête? Est-ce qu'il prendrait le pouvoir par la force? Merci beaucoup, docteur Camara, pour ce point. Alors effectivement, donc retour de Kabila en RDC, il se rend à Goma, où il affirme être venu pour participer aux efforts de paix. N'est-ce pas un peu une provocation quand même pour le pouvoir en place? Notamment quand on parle de Goma, c'est quand même une ville... Mais c'est toujours une provocation. Vous savez, quand un politique ne dit rien et qu'il y a des faits qui se passent, c'est suspect. Quand un politique parle et qu'il parle beaucoup, on dit oh, laissez-le parler. Mais quand un politique va sur le terrain et qu'il ne parle pas et qu'il agit, tout le monde se dit mais il ne va pas n'importe où, il va à Goma. Pendant que M. Tshisekedi est à Kinshasa et qu'il ne peut même pas aller à Goma. Oui, mais lui, il a dit qu'il va discuter avec les rebelles. Il vient dans cette posture. Non, mais il vient dans cette posture de président. Parce que, comme l'a dit docteur, il était dans un consensus avec le pouvoir actuel, en disant je ne parle pas, je n'interviens pas, je vous laisse gérer. Sauf qu'à tout moment, on rappelle à chaque fois que oui, M. Kabila est là pour le mouvement du 23 mars, oui, donc le M23, c'est à peu près lui, tout ça. Mais vous voulez qu'il aille où pour pouvoir montrer qu'il n'est pas là-dedans? Il va aller pour leur dire, vous arrêtez vos bêtises. Avec l'aval du président Tshisekedi éventuellement. Mais le président Tshisekedi, il n'est pas censé quand même aller voir le président, éventuellement. D'après ce que j'ai vu, d'après certaines sources, ces deux ne se parlent pas. Donc comment puis-je avoir l'aval de quelqu'un qui ne me parle pas? Mais est-ce que ce n'est pas pire finalement? Est-ce qu'il n'a pas... C'est pour ça. Maintenant, la question... la réaction du pouvoir actuellement. Oui, mais moi, la réaction que moi j'ai, c'est plutôt, je me pose la question, est-ce que ce dernier, là, la période, on va dire, où il ne pouvait plus se présenter puisqu'il était circonscrit par rapport à la Constitution, maintenant, il vient en tant que candidat. Donc, en tant que candidat, il se dit, si je vais sur le terrain, peut-être ma vie est en danger. Si je passe par le côté de la rébellion que je parle, ça me donne une opportunité de faire... Donc, pour vous, il a fait le bon choix? Il n'a pas fait le bon choix. Ah, bon. Il n'a pas fait le bon choix parce que moi, je dis toujours... Tous ceux qui se proclament panafricanistes, tous ceux qui disent que oui, ils sont panafricanistes, dans tous les médias, je les vois toujours être plutôt nationalistes, ils discutent toujours de leur pays, sans penser, on va dire, aux attraits qui peuvent pousser à la population. Aujourd'hui, la RDC, on a des déplacés de guerre. Même sous Kabila, depuis qu'il était là, le M23 existait. Il faisait les guerres. On a bien vu le docteur Mukele qui a bien montré les mutilations qu'ont subi les femmes, tout. Donc aujourd'hui, qui passe par là-bas, je dirais c'est plus que suspect. C'est-à-dire que depuis son pouvoir qu'il était là, il nourrissait le M23. Donc est-ce que l'accord, il n'y a pas un accord qui ne dit pas son nom, qui existe entre la RDC et le Rwanda? C'est ça la question. Monsieur Dr Camara. Oui, mais moi je pense que le problème que Kabila a eu, c'est que au moment où le M23 a fait son offensive donc, au niveau de l'Est de la RDC, donc il devrait quand même dire, puisqu'on l'a accusé d'être le soutien du M23, donc au nom de l'unité nationale, au nom de la préservation de l'intégrité territoriale du Congo, puisqu'on a accusé le M23 d'être soutenu par le Rwanda, il devait quand même dire, moi, je n'ai rien à voir avec ça, au moins... Je suis pour l'intégrité territoriale du Congo, mais au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa déclaration de février, il a dit qu'il comprenait les revendications légitimes du M23. Non seulement il a dit cela, mais il a dit également, donc d'ailleurs, l'alliance Fleuve Congo qui s'est constituée, qui aujourd'hui est un petit peu greffée sur le M23 qui en fait plutôt une organisation politico-militaire. Donc, et sûrement parrainé, en tout cas, c'est pas démontré par Kabila. Et donc, en se mettant dans cette posture, je pense que Kabila, il ne pourrait pas faire le consensus au niveau de tous les Congolais, parce qu'un certain nombre de Congolais estiment qu'aujourd'hui... comme un traître de la nation. Exactement. Aujourd'hui, c'est considéré par beaucoup comme étant un traître de la nation congolaise. Tout à fait, mais c'est pour ça que lui, il a déjà reproduit là-dessus, c'est pour ça qu'il ne peut plus encore reprendre. Puisque si vous vous souvenez, les 2 dernières années de son mandat, lorsqu'il discutait avec le M23 pour pouvoir arrêter, c'était un combat. Les gens ont dit oui, c'est que c'est toi qui es derrière. Donc c'est pour ça que tu réussis à discuter avec eux. Il a dit non, je ne suis pas derrière, que j'essaie de défendre parce que
Ce combat qui se passe vient de l'extérieur, vous allez vous-même vous rendre compte. Il l'a dit. Il est maintenant sénateur, on va dire... C'est-à-dire que c'est vrai que le positionnement que prend Kabila rend la situation vraiment floue, et on a du mal à le positionner. Après, n'oublions pas que Kabila, le président Kabila, quand il est sorti publiquement, c'est dû aussi à la sortie de Tshisekedi, qu'il a accusé, et c'est là où il est sorti, il a vraiment attaqué Tshisekedi dans le fameux magazine là. Et là même, j'ai l'impression que pour Kabila, c'était une opportunité de revenir au pouvoir. C'est ce qu'il souhaitait. Ce qu'il souhaitait. Sauf que là, en même temps, à Doha, parce que c'est même pas les négociations, c'est à Doha que se passent les négociations avec le M23 AFC et le gouvernement de RDC, et qui sont sur le point de trouver un accord de trêve. Ça met de côté, Kabila, sauf qu'il a eu un très mauvais timing, et même quand là il arrive, on risque de lui dire s'il passe par Goma. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu les rumeurs en disant qu'il venait sur Goma, tout de suite, les autorités se sont réveillées, suspension. Et sauf que là, s'il arrive par Goma, on va dire qu'effectivement c'est lui. Sauf que là, ça transforme là, on avait toujours RDC Rwanda. Là, on va revenir sur RDC. On reviendra forcément sur ces sujets-là. Nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup à Monsieur Totui de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et merci encore une fois pour votre livre. Merci à Babadem ainsi qu'à Dr Camara. Rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de votre émission. À très bientôt. Bye bye.